Morgane est une avocate sur le VIH-Sida et les droits humains avec KLCS, l'une des principales organisations communautaires de la région MENA, luttant contre le VIH et le SIDA. Après avoir poursuivi des études en sciences politiques et des expériences professionnelles dans les organisations multilatérales, Morgane s'est tournée vers la santé publique et vers l'activisme. Vous avez la parole pour nous parler des droits des minorités. Bonjour à tous. Donc, je ne suis pas avocate, je suis plaideuse. Donc, ma présentation va être sur les droits des minorités. Je vais parler avec un prisme plaidoyer et un prisme Maroc, puisque tous mes exemples viennent du contexte marocain. Donc, quand on parle de minorités, de VIH et de droits, on parle des enjeux des populations clés, en fait. Donc, c'est sur ces populations que je vais me concentrer. Donc, on sait que les populations clés font face à des obstacles et des atteintes aux droits qui sont d'ordre multiple. Donc, dans énormément de contextes, elles sont criminalisées. Les homosexuels sont criminalisés dans une centaine de pays. Les travailleuses du sexe, c'est la même chose. Et puis, ça dépasse largement le cadre de la criminalisation, mais il y a aussi des violations de droits qui dépassent donc ce cadre juridique. Et puis, une forte stigmatisation, de fortes discriminations à l'encontre des populations clés. Et cette clandestinité, du coup, crée un éloignement des soins. Donc, ça a été répété maintes fois par les organismes internationaux de santé. Nous, on a voulu avoir aussi une approche communautaire de validation en fait, de ces obstacles. Donc, l'année dernière, on a conduit une série de focus group auprès des populations clés au Maroc pour qu'elles nous disent, pour avoir une idée un peu plus précise et un peu plus concrète de quel type d'obstacles elles rencontrent à l'accès aux soins. Donc bien sûr, ce qui est ressorti, c'est la criminalisation, avec la peur d'aller vers les structures de santé publique, la peur aussi d'être vue dans les centres de dépistage, des violations de droits, donc comme j'ai dit, qui dépassent le cadre juridique. Donc on a par exemple des travailleuses du sexe qui nous ont dit que le préservatif est effectivement utilisé comme une preuve de flagrant délit de prostitution, et donc qu'elles vont avoir 2 préservatifs sur elles en sachant qu'elles vont avoir 10 rapports parce qu'elles ont peur de se faire arrêter par la police, que la pilule est aussi utilisée comme preuve de flagrant délit de prostitution. Donc avec tout ce que ça entraîne comme mise en danger et risque accru de transmission et qui n'est écrit nulle part. Et puis la discrimination en milieu de soins qui crée donc la peur par les personnes de parler librement de leur sexualité, qui crée des perdus de vue, etc. Donc on a tout un panel de solutions qui sont connues pour lutter en faveur des droits des populations clés. On sait que l'unique solution pour mettre fin à l'épidémie, c'est d'investir plus dans des interventions droits humains impactantes pour créer un environnement favorable pour les populations clés. Mais aujourd'hui, on sait aussi qu'on manque de financement, qu'on a des financements de plus en plus restreints, qu'on a de plus en plus d'arbitrage par les bailleurs internationaux entre l'argent qui va dans les traitements et l'argent qui va dans les interventions communautaires et les interventions de droits humains. Donc on n'a pas de vraie traduction à grande échelle des solutions qui nous permettront de lutter sur les droits. Donc quelques exemples d'activités qu'on peut mettre en place pour améliorer les droits des populations clés et des personnes vivant avec le VIH. Donc le plaidoyer déjà pour la décriminalisation. Donc bien sûr, décriminaliser, c'est pas quelque chose de facile, c'est un travail de très long terme, mais il y a des choses qu'on peut faire quand même pour œuvrer, pour aller dans cette direction. Donc au Maroc, par exemple, il y a eu ces dernières années un travail qui a été fait par le Conseil national des droits humains, le ministère de la Santé et par les associations pour évaluer l'environnement légal des populations clés. Et l'objectif, c'était de voir quelles lois sont protectrices, quelles lois sont discriminantes, quelles lois sont criminalisantes, pour avoir aussi un panel d'outils juridiques sur lesquels on peut s'appuyer en cas de recours, etc. La mise en place de cliniques juridiques pour les populations clés, avec du soutien, avec la présence d'avocats ou de personnes qui peuvent orienter les populations qui ont subi des violations de droits. Sur la partie plus précisément violation des droits, on a besoin aussi d'être en capacité de mener des actions urgentes de défense. Donc on a eu des cas aussi au Maroc de criminalisation de transmission volontaire du VIH, sur lesquelles on a pu travailler, donc des actions qui ont été faites, des actions d'urgence et qui ont consisté en des campagnes médiatiques contre la sérophobie, qui ont consisté en du plaidoyer auprès des avocats, de la sensibilisation auprès des juristes, toutes ces choses-là. Il y a aussi un travail qui est fait par beaucoup d'associations de sensibilisation des professions intermédiaires
Donc les professions intermédiaires, ça va être les magistrats, les policiers, les juristes, mais aussi les travailleurs de santé, sur la non-discrimination, les journalistes, toutes les personnes qui ont un impact sur ces questions. Et puis il faut aussi qu'on puisse soutenir les populations clés dans la défense de leurs propres droits, donc les renforcer et leur donner de l'expertise juridique pour qu'elles puissent connaître et défendre leurs droits, et mettre en place des fonds d'urgence pour les leaders communautaires qui s'exposent beaucoup à des situations dans lesquelles ils peuvent être arrêtés et criminalisés. Ensuite, un autre volet qui est moins juridique, mais qui est aussi nécessaire pour permettre le droit à la santé des populations clés et des personnes vivant avec le VIH, c'est de permettre l'accès à des stratégies et à des outils qui sont adaptés et qui sont ciblés à ces populations. Donc ça veut dire améliorer la prise en charge classique en formant à la non-discrimination, mais ça veut aussi dire promouvoir la démédicalisation et renforcer les structures communautaires. Donc par démédicalisation, on entend le partage des tâches entre professionnels de santé et acteurs de santé communautaire. Et on entend aussi la mise à disposition de tous les outils dans les structures communautaires, puisqu'on sait que c'est là où elles permettent mieux d'atteindre les populations clés. Et voilà, que ça améliore les taux de rétention, que ça améliore le ciblage, qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont améliorés avec une prise en charge communautaire. Donc d'abord, dans la prévention et le dépistage, les populations clés, notamment au sud, doivent pouvoir accéder à toutes les stratégies adaptées et ciblées. On a trop souvent vu que les stratégies plus innovantes mettaient du temps à arriver au sud. Donc ça entend le dépistage communautaire démédicalisé. Ça entend aussi les autotests, qui, dans certains contextes, peuvent être adaptés pour les populations clés, puisqu'ils permettent un total anonymat et une totale confidentialité. Donc il faut que ces tests soient disponibles gratuitement dans les centres de santé communautaires aussi. La PrEP. Donc bien sûr, on n'entend pas une PrEP démédicalisée, mais une PrEP disponible dans les structures communautaires. Donc voilà, tous ces éléments doivent pouvoir être disponibles dans les structures communautaires. Pour la prise en charge, c'est la même chose. Donc tous ces éléments sont recommandés par l'OMS. Il faut permettre, dans les contextes où c'est nécessaire, une initiation au traitement par les infirmières et les infirmiers, une distribution communautaire du traitement antirétroviral, la charge virale dans les structures communautaires, comme c'est le cas par exemple au Burundi dans le projet Opéra, et les cliniques de santé sexuelle pour les populations clés. Et mon point final et central, c'est sur le droit des populations clés à participer effectivement à la prise de décision publique. Donc où et comment revendiquer les droits des populations clés? Les droits des populations clés doivent pouvoir être revendiqués par les populations clés elles-mêmes et dans les instances de gouvernance. Donc pour le moment, dans beaucoup de contextes, la seule instance de gouvernance qui permet la parole des populations clés, ce sont les instances de coordination du Fonds mondial, les CCM, qui ont créé la fonction de représentant des populations clés. Et donc ça permet une participation des populations clés, même dans des contextes où elles sont criminalisées, en tant que population clé, avec des représentants pour chaque catégorie, où elles peuvent vraiment demander l'intégration d'aspects droits humains dans les subventions. Mais cette parole a encore besoin d'être renforcée, parce que malgré le fait que ces populations donc, ont une présence dans les CCM et peuvent parler dans les CCM, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas toujours stigmatisées et criminalisées. Donc parfois, il y a une autocensure, il y a besoin d'accroître leur expertise, leur assurance. Des fois, il y a des barrières de langue aussi. Donc c'est la seule manière en fait, de pouvoir garantir une amélioration des droits humains dans les subventions et de permettre aux autorités d'avoir une réelle appropriation des enjeux de terrain des populations clés, c'est de renforcer les populations pour exprimer leurs réels besoins et les réels obstacles qu'elles rencontrent, etc. Donc pour ça, on a besoin d'investir sur ces éléments-là, et on a besoin aussi de pérenniser les canaux d'expression, parce que les CCM, ils sont là aujourd'hui. Le Maroc, peut-être que dans 10 ans, ne bénéficiera plus du Fonds mondial. Donc si les CCM disparaissent, est-ce que cette parole, cette fenêtre d'opportunité pour les populations clés disparaît aussi? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser dès maintenant. Donc pour conclure, nos priorités donc, pour atteindre un impact sur le long terme, c'est de faire du plaidoyer pour les droits, de démédicaliser et de pouvoir renforcer les populations clés à apporter des combats de droits. Et c'est ces éléments-là qui vont permettre de lever les obstacles aux soins liés aux droits, d'avoir une approche de long terme et des réponses vraiment adaptées aux personnes concernées, et de dépasser un peu l'approche toujours d'urgence sur les droits et d'atteindre la recherche de la qualité de vie pour
pour les personnes concernées. Et tout ça selon une approche communautaire, c'est-à-dire une approche selon laquelle les populations clés définissent elles-mêmes les politiques publiques qui les concernent et défendent leurs propres droits. Et je termine sur la démédicalisation. Donc j'en ai parlé, je ne vais pas revenir sur pourquoi c'est important, mais malgré le fait que ce soit recommandé et que tout le monde soit plus ou moins d'accord sur le fait que la délégation des tâches, ça va être crucial dans l'avenir de l'épidémie, c'est encore très peu mis en œuvre dans beaucoup de pays pour diverses raisons. Donc on a vraiment besoin de soutien sur la délégation des tâches, la démédicalisation. Voilà. Merci.